Bonsoir, Daniel. Bonsoir, ma chère Marie-Ève. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, c'est important d'être confortable, à l'aise. Si on a soif, on prend une petite gorgée d'eau. On est dans une discussion, on n'est pas dans une entrevue formelle. Je tiens à rappeler aux auditeurs que les questions ne sont pas connues à l'avance par les invités. Je pense que c'est très bien comme ça, parce que quand on sait les questions trop à l'avance, des fois, on veut trop se préparer. Puis ça, on le voit chez certains politiciens. Des fois, là, quand ils ont un texte d'appris, là, ils sont moins bons. Fait que de toute façon, c'est pas des questions pièges, hein, c'est des questions sur ton évolution, ton suivi, ta vie, tes couleurs, tes malheurs et ta vie en général. Donc, la première question, c'est pas compliqué, c'est plus démographique. J'aimerais, Daniel, que tu nous dises, donc, ton nom, c'est Daniel, mais quel âge as-tu? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu vis aujourd'hui? Pas l'adresse, mais le pays, la province ou la ville. Et comment tu occupes ton temps actuellement? Puis aussi, pourquoi tu crois que je t'ai choisi ou que je t'ai demandé de venir nous parler ce soir? Fait que c'est une partie de la première question. D'accord. Bon, aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je suis né à Montréal d'une famille où mon père venait d'une famille aisée, puis ma mère, elle, c'était plus col bleu, son père étant boucher. À l'âge de 7 ans, je déménage à Granby, où je vais rester jusqu'à l'âge de 13 ans. Je reviens à Montréal-Nord après ça, suite à une séparation de mes parents. Et puis, je vais finir mes jours, là, mes dernières années à Laval, là, dans une petite maison dans Chemédé. OK. Puis, comment tu t'occupes ton temps? Est-ce que tu es retraité? Est-ce que tu es Là, je suis héritier? semi-retraité. Je travaille sur... je suis au bureau 2 jours semaine. Le reste du temps, je travaille de chez moi. Je passe mes journées à regarder les nouvelles à CNN, à m'enrager contre Trump, à faire tout ça. Là. L'été s'en vient, il va y avoir le terrain. Je pense que tu as des passions aussi animales. Oui, je m'intéresse beaucoup aux oiseaux. On cultive des orchidées. J'ai planté des arbres. Enfin. T'aimes les félins aussi, je pense, hein? Oui, j'ai 2 chats. 2 abyssins. Un autre est mort. Ouais. Effectivement. Puis, pourquoi tu penses que je t'ai demandé de venir nous parler ce soir? Parce que tu veux me connaître. Oui, je veux te connaître plus. Puis ce que je connais à date, c'est fascinant. Je pense que les petits pans de ma vie que je t'ai dévoilés ont peut-être un petit peu piqué ta curiosité. Oui, et je vais dire une autre chose, je tiens à le dire, c'est que Daniel a des talents d'écrivain. Et a commencé en tout cas, du moins, je ne sais pas où tu es rendu là-dedans, mais à écrire sur sa vie. Puis ça fait plusieurs fois que tu m'en parles, Daniel, puis tu sais, je trouvais qu'aujourd'hui, c'était une belle occasion d'ouvrir la porte sur qu'est-ce que tu veux partager là-dedans, puis de démontrer aussi que tu n'as pas de cachette, tu n'as pas de honte là-dedans. Dans le fond, le but de partager, c'est d'aider d'autres personnes, soit s'ils ont le même parcours, de bien finir leur parcours ou d'éviter peut-être des erreurs que tu as faites. Ou encore, ça peut être intéressant, des jeunes qui vont t'entendre parler. Moi, j'ai des patients dans la vingtaine, leur idole, c'est Pablo Escobar ou des grands trafiquants comme ça, des criminels. Puis peut-être que tu vas inspirer des gens à bien faire les choses quand on décide de le faire peut-être du côté plus dark. Et est-ce que tu te considères comme une personne dépendante? Dans d'autres termes, toxicomane ou accro, addict ou dépendante. C'est vraiment je suis le quelqu'un de dépendant. OK. Comme la plupart de nos invités, c'est quasiment un prérequis. Et j'aimerais ça aussi que tu nous dises, Daniel, que tu nous confirmes qu'aujourd'hui, tu es ici de façon volontaire. On ne t'a pas forcé à le faire. Et comme on dit, on dira peut-être pas tout, mais tout ce qu'on va dire est vrai. Exact. J'ai aucune pression là, de m'exprimer devant le micro ce soir. Puis l'honoraire, c'est un verre d'eau. C'est pas pour l'argent non plus. Non. Donc, d'abord, tu nous en as parlé un tout petit peu, Daniel, mais j'aimerais que tu nous parles de dans quel contexte familial tu es né. Parle-moi un petit peu de ton enfance. À quand ça remonte tes plus lointains souvenirs de toute ta vie? OK. Et est-ce que tu as vécu dans ton enfance, donc on parle de 0 à 12 ans à peu près, une forme quelconque de violence, d'abandon, de négligence ou d'intimidation? OK. Mon plus vieux souvenir remonte à l'âge d'à peu près 2 ans et demi, quand mon frère est venu au monde et qu'on a organisé une petite soirée à ma mère, là. Puis je me rappelle, là, je cours dans sa chambre, mon frère est couché dans un Moïse, et puis il y a des cadeaux qui dépassent sur son bureau à ma mère, mais je suis trop petit, fait que je passe en dessous. Fait que je me rappelle de ça. Ça, c'est vraiment mon premier souvenir. Mon deuxième aussi est peut-être intéressant, dans le sens que je me suis levé vers 4 heures du matin, je voyais comme un tigre à côté de moi, je me suis rendu dans le salon, puis mon père commençait déjà à avoir des ennuis avec ma mère, puis il couchait dans le salon, puis ça l'avait réveillé en tout cas de me voir là. Ça, c'est mon deuxième souvenir.
Le troisième, c'est quand j'ai été à maternelle, je me suis sauvé parce que je ne voulais pas embarquer avec le chauffeur de taxi. Là. Il était-tu effrayant que ça? Non, j'étais juste gêné, je sais pas. Ah oui, OK. Ouais. Puis tu t'es sauvé? Pardon? Tu t'es sauvé? Oui, j'ai couru, mais ils m'ont rattrapé assez vite. OK, J'avais hein? 5 ans. Tu sais. On finit toujours par se faire rattraper, on dirait. Le contexte familial à la maison, c'est que mon père est alcoolique et puis c'est pas un mauvais gars, là, mais il boit. Et puis il devient irresponsable puis il paye pas les comptes. Fait que là, bon, il avait hérité d'une maison, on l'a perdu. Et puis à ce moment-là, il s'est ramassé avec un job à Granby. On a déménagé à Granby où j'avais 7 ans à l'époque. Tu sais. Quand je suis arrivé à Granby, j'ai été gravement malade. J'ai subi un rhumatisme articulaire aigu. Je me suis ramassé à l'hôpital pour 1 mois. Bon. À quel âge, ça? À 7 ans? À 7 ans. OK. Mais déjà, les chicanes avec mes parents faisaient en sorte que je m'étais beaucoup isolé. J'ai découvert la lecture, j'avais 5 ans. J'ai appris à lire à la maternelle et puis mon premier roman, ça a été Alice au pays des merveilles à l'âge de 5 ans. Je suis arrivé en première année, je savais déjà lire. Là, puis j'ai développé un appétit boulimique pour la lecture. J'ai même lu le dictionnaire. Là. Fait que je lisais toutes là, les boîtes de céréales, n'importe quoi. Là, je lisais tout le temps. C'est fascinant parce que c'est pas un don, c'est pas un intérêt, une passion qui est donnée à tout le monde. Et pourtant, si les gens lisaient plus ou aimaient plus lire, mon Dieu, c'est infini. La lecture, c'est comme la musique. Il n'y en a pas de fin avec ça. Puis est-ce que c'est un peu de là que t'es né ton intérêt d'écrire? Est-ce que tu as déjà écrit un livre ou ça sera ton premier que tu publierais? Ça va être mon premier. OK. C'est très intéressant. Mais en fait, je ne suis pas rendu à ça. Là, pour l'instant, là, ce que j'écris, c'est les souvenirs que j'ai de ma vie, de ce qui s'est passé, les actions. OK. En fait, c'est ça que je fais. Donc, dans ton enfance, tu n'as pas de trauma? Tu n'as jamais été abandonné, battu? Écoutez, parce que, tu sais, on dit toujours que les drogués, ils ont tout un passé difficile, ils ont tout vécu de la violence. C'est pas toujours vrai. Il n'y a pas eu de violence quand j'étais jeune. Par contre, il y avait de la chicane à la maison. Puis c'était vraiment violent. Là. Ma mère, elle traitait mon père de toutes sortes de noms. Là. Pas le fun. Là. Des fois, elle le frappait. Là, puis ça fait des nuits qui sont assez anxiogènes. Là, là. Puis là, moi et mon frère, on attendait que ça passe. Là, mais il y a eu de ça. Là, puis je me rappelle aussi, mon père me demande, il dit, si on se séparait, t'aimerais-tu mieux venir avec moi ou avec maman? Des affaires de même. Quand tu as 6-7 ans, c'est pas facile. T'sais. Non. Mais est-ce qu'elle buvait, ta mère? Non. Elle n'était pas dépendante? Non. OK. Fait qu'il y a eu de la violence un peu indirecte, psychologique, mais pas à ton égard. Mais tu as été témoin de ça. Oui. Les conflits beaucoup très jeunes. OK. Puis de l'intimidation à l'école, des choses comme ça. Parce que des J'ai fois, on réglé cherche... ça assez vite, l'intimidation. OK. J'en On ai eu, peut là. savoir Ça comment? n'a jamais duré. Tu règles ça toi-même ou tu as été engagé quelqu'un? Malheureusement, moi, j'ai toujours fait mes affaires moi-même. OK. C'est pas nécessairement malheureux. J'ai bien de la misère à demander de l'aide. Je suis à peu près incapable. OK. Je me sens choyée d'entendre ça. On va continuer avec l'adolescence. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de l'âge de 12. Moi, l'adolescence, j'étire ça jusqu'à 25 ans, là, où est-ce que le cerveau arrête de se développer. Là. Okay. Donc, de 12 à 25 ans. Okay. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'école, les premiers amours? Si tu es à l'aise, les premières relations sexuelles, au moins nous dire c'était à quel âge, puis y avait-tu de la consommation, tu sais? Puis, est-ce qu'il y avait des choses particulières, ton premier travail, la première fois que tu as eu une paye? Comment ça se passait la famille? Est-ce que tes parents se sont fait des chums, des blondes? Puis finalement, est-ce que tu consommais des drogues ou de l'alcool à l'adolescence? OK. Bon, moi, là, ma vie, elle a basculé le jour où on a déménagé à Montréal-Nord. Quand j'étais à Granby, j'étais le président de classe, je m'occupais d'un cercle des jeunes naturalistes, je m'occupais aussi d'un groupe de collectionneurs de timbres, j'avais les clés de l'école, tu sais, Premièrement, j'étais très en avance là, sur les autres là, à l'école parce que j'ai commencé l'école à 5 ans, j'ai sauté ma 7e année, fait que déjà là, j'étais comme 2 ans plus jeune que tout le monde dans ma classe. Mais j'étais aimé par tout le monde. T'sais. Et puis, quand on a donné une idée, là, quand je déménageais de Granby, là, moi, j'avais les clés de l'école, puis on faisait souvent des travaux là, dans l'école avec ça. Puis j'avais été attiré à l'école, c'est un autre prétexte. Puis en descendant dans le gymnase en bas, surprise, tous les écoliers de la 9e année, les profs, puis tout, ils m'avaient concocté une fête d'adieu. Puis la parole qu'ils m'ont donnée, c'est « Ah, dans les petits pots, les meilleurs onguents. » Puis ils m'ont tous choisi, ils m'ont tous souhaité bonne chance. Okay. Puis moi, j'ai été
la dernière année où le cours classique s'est donné au Québec. À la fois le cours classique, et puis il y avait, dans ce temps-là, c'était la 8e, la 9e, la 10e année. Mais quand je suis arrivé en 9e, il n'y avait plus de 8e année. Ça s'appelait maintenant secondaire 1. Mais moi, j'ai fait ma 8e, 9e, 10e, 11e. Est-ce que tu avais des cours de latin? Oui. Ah ouais. Au cours classique. Là, j'ai déménagé à Montréal-Nord chez mes cousins qui ont 4 enfants. Puis moi, j'étais dans l'âge d'un de mes cousins qui avait 15 ans quand moi, j'en avais 13. J'avais 2 ans de moins. Fait que j'étais dans la même année que lui. Là. Mais c'est pas avec lui je me tenais parce qu'il n'avait pas mon âge. Je me tenais avec son frère plus jeune, qui avait 15 ans, qui avait 14 ans. T'sais. Quand je suis arrivé dans cette école-là, il n'y a plus personne qui me connaissait. Là, j'étais le petit cul de 13 ans. Les autres n'ont tous 15-16. Ils ne me parlaient pas. Là. J'étais comme laissé tout seul. Je n'intéressais pas personne. Moi, là, puis la popularité que j'avais à Granby, je l'avais plus là. Puis ça comme. J'ai l'impression que ça m'a. En tout cas, ça a fait que j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'étaient pas de ma classe, qui traînaient au parc, puis ci, puis ça. Ça fait que ça a commencé de même. T'sais. Et peut-être que j'ai pas compris, mais pourquoi? Pourquoi être parti de Granby pour aller là? Ah, ma mère s'est séparée de mon père. Puis ton père s'est emmené à Montréal ou ta mère s'est emmenée à Montréal? Ma mère s'est emmenée à Montréal. OK. Ils l'ont repris un peu plus tard, là, mais là, j'étais tout seul avec ma mère, mon frère, ma soeur, puis les autres cousins, là, la fratrie. T'sais. Puis donc, c'était les pseudo-débuts des gangs de rue, ça, j'imagine, dans les parcs. Puis, c'était un genre, là, tu sais. Là. C'était pas c'était des bad boys. Ouais. OK. Ouais. Il fallait des mauvais coups, tu sais. OK. Mais moi, j'ai commencé en enfer. Ben, on apprend par imitation. Hein? C'est ça. Fait qu'à 13 ans, j'étais allé m'acheter un revolver au surplus de l'armée. Ils vendaient ça là? Oui, mais un revolver à pellette. Là. Okay. Pas à pellette, mais un gun à blanc, là, qui tire des faux balles. Mais ça fait du bruit. À 13 ans? Oui. Puis j'ai aussi commencé à fumer à 13 ans. OK. Première fois, j'ai acheté de la dope, me suis fait refiler des feuilles de thé. Fait que ça n'a pas fait grand-chose. J'ai perdu quelques piastres. La deuxième fois, ils m'ont vendu du Libanais rouge, puis je ne connaissais pas tellement ça. On l'a mal pris pour le fumer, puis ça n'a rien fait. La troisième fois, par exemple, j'ai fumé du pot, puis là, j'ai découvert c'était quoi. T'sais. On a ri, on jouait au ping-pong, moi puis mon chum, puis son petit frère nous regardant, se demandant qu'est-ce qui arrive avec nous autres. T'sais. Puis j'ai aimé ça. Fait que là, un soir, je m'en vais pas à la bibliothèque, mais à l'aréna, puis il y a un gars qui est là qui m'invite à fumer un joint, fait que je le fume avec. Puis j'ai dit, regarde, demain, me revenir, il m'a fait fumer un, tu sais. Mm-hmm. Fait que le lendemain, je reviens à l'aréna, puis il est là, on est en dedans, puis il est là avec deux de ses chums, tu sais. Fait que je m'assieds à côté du gars qui est là, puis mon chum, que m'a fait fumer la veille, il est en avant de moi. Fait que je sors mon sac de potes, j'avais acheté un quart d'once pour 5$. Je commence à me rouler un joint. Le gars en avant, il dit, hey, montre-moi les dents, on va voir ton poche, j'aimerais ça le sentir. Fait que je donne le sac. Là, le gars à côté de moi, il dit, mets ça dans tes poches. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est une perte sèche. Ah ouais, là, je réalise qu'il veut me voler mon pote. Ben oui. Fait que là, je sors mon gun, j'y mets ça à la tête. À 13 ans? 14. Ben, peut-être 13 ou 14, je suis pas sûr. Là, oui, dans ces sauts-là. Là, j'y mets ça à la tête, puis le gars était gros, là. Il était vraiment pas mal plus gros que moi. Il était baraqué, c'était un colosse. T'sais. Fait que là, bien vite, il a réussi à se pencher par l'arrière, me donner un coup. Le coup, il est parti dans l'aréna, ça fait bien du bruit. Tout le monde s'est sauvé en courant, mais ils m'ont plus jamais écœuré. Est-ce que tu t'es fait pogner? Non, je les ai revus après, là, puis regarde, là, c'est devenu des amis. Donc, à 14 ans, déjà, il faut faire son territoire puis se faire respecter. C'est parce que moi, dans mes lectures, j'ai lu Machiavel. J'ai lu Machiavel, puis j'ai aussi pris un peu là, la philosophie des stoïques, les anciens Grecs. Oups, je vais l'arrêter. Excusez. C'est déjà la fin de 5 minutes, mais je veux savoir la fin. Les anciens, ben, tu parlais des stoïques. C'est ça. Moi, je me coupais de mes émotions parce que j'avais de la misère à les vivre avec le stoïcisme. Et puis, avec Machiavel, ça me donnait un mode de vie. Pour moi, c'était, regarde, là, laisse pas personne t'intimider, jamais. N'avoue jamais rien. Fais en sorte que tes ennemis te surestiment et que tes amis te sous-estiment. Tu sais, c'était tout ça là, dans ma tête. Là. C'est pas les 12 étapes des A. Hein? Non. Non. Puis quel âge t'as lu Machiavel? Je devais avoir 12 ans. Wow! Ça devrait même pas être permis aux mineurs quasiment. C'est quand même intense comme lecture. Là. Mm-hmm. Mais ça t'a appris des choses qui t'ont servi. Ça m'a appris à survivre dans un monde que finalement, j'étais rendu dedans. Tu sais. OK.
Donc, la consommation à l'adolescence, avais-tu déjà viré ta première brosse? Oui, à 13 ans, dans une danse, on est arrivé là, mon chum il avait volé une bouteille de vodka à ses parents, puis l'autre est arrivé avec 6 petites bouteilles de jus d'orange maison. Fait que là, on a bu le jus d'orange, puis après ça, on a mis la vodka dans les bouteilles, puis là, on a bu la vodka peu. J'ai été bien pacté, puis quand je suis arrivé chez nous, tout le monde l'a su. C'est pas très subtil, la vodka sans jus d'orange, c'est encore pire. Ouais. Mais c'est intéressant de savoir que l'alcool et le cannabis, c'est encore deux classiques pour les premiers usages. Hein? C'est encore souvent l'alcool qu'on va essayer en premier. Ouais. Puis le cannabis, d'autant plus qu'il est légal maintenant, est un peu banalisé. C'est aussi ça que souvent, c'est rare que les jeunes vont essayer la coke avant d'avoir fumé un joint. C'est quand même un classique. Donc, on sait que c'est des balles à blanc, mais ça a quand même fait du bruit. Donc, quand tu étais adolescent, Daniel, est-ce que tu avais des rêves? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu rêvais-tu de devenir un tireur d'élite? Est-ce que tu rêvais de devenir un homme d'affaires? C'était quoi ton rêve? Puis, à l'adolescence, j'ai oublié de te demander, t'avais-tu des blondes ou des chums ou les deux? Ou t'avais des blondes? Oui, j'en ai eu des blondes, mais pour revenir au début de la question, là, parce que là, on a fait on a couvert deux choses. Oui, c'est ça. C'était quoi déjà le début? En fait, tantôt, tu nous as pas parlé de si tu avais eu des amours, des blondes, tes premières relations sexuelles, tout ça. Fait que tu peux peut-être nous en parler maintenant parce qu'on parle des rêves en lien avec l'adolescence. Okay. Est-ce que tu rêvais de te marier? Je vais parler des rêves, OK? Parfait. Suite, là. Premièrement, là, les rêves, là, pour moi, là, j'en avais plus après 13 ans. J'étais en mode survie. Correct? Mes rêves, je les ai eus quand j'étais plus jeune. J'aurais voulu faire un pilote d'avion, j'aurais voulu faire un lecteur de nouvelles, mais à chaque fois, il y avait de quoi que mon père disait que tu peux pas le faire parce que c'est des lunettes aussi, puis ça. Fait que, puis quand j'ai commencé à prendre la drogue, ben là, c'est là que ça a disparu. Les illusions. Fait que non, je peux pas dire que j'avais des rêves. Là, je vivais au jour le jour, c'est tout. Là. Les filles, elles, bizarrement, la première fille que j'ai franchie, c'était à Granby, c'était Info Numéro qu'elle avait fait chez nous. T'sais. Fait que je réponds au téléphone, elle fait Info Numéro, elle veut jouer une joke, j'y réponds, tout ça. Finalement, elle me trouve cool, puis elle m'invite chez eux. C'est une joke au téléphone? Ouais. Il y a des gens qui font des farces au téléphone. Ah, je sais, j'arrêtais pas ça avec mes amis. Quand on avait moins de 12 ans, on faisait le club des bonnes jokes. Ouais. Fait que là, je suis allé chez eux, puis je l'ai franchi pour la première fois devant son frère. J'étais gêné. T'avais quel âge? 13 ans. OK. 12 ans, peut-être. Non, 12 ans. Ouais. 12-13 ans, en tout cas. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était à 15 ans, par exemple. Ouais. Elle s'appelait Jacqueline. Décevant ou... tu sais... La première fois, on manque de pratique. J'ai déjà eu mieux. Moi, ce que je dis aux gens qui n'ont pas eu encore de relation, je dis faites attention, ça se peut que vous soyez déçus. Ça ne dure pas aussi longtemps que vous pensez. Tu sais, c'est pas mal plus court souvent qu'on se l'imagine. Mais à l'époque, quand même, il n'y avait pas de Pornhub. Tu sais, il n'y avait pas d'exposition autant à la pornographie qu'il y avait le Playboy. Tu sais. Ouais, puis encore, là, on parle de 1971. C'est ça, Valérie. Le film Valérie, c'est dans les années 70. Oui, puis je l'ai rencontré dans le métro après. OK. Avec Gérard Vermette. C'est des gens qu'on ne voit plus. Non. Est-ce que tu avais des rêves par rapport à ton futur de travail ou par rapport à ton couple? Ou est-ce que tu rêvais d'avoir des enfants? Est-ce que tu rêvais d'être riche? J'avais pas de couple. J'avais pas de rêve. Moi, je rêvais juste de prendre de la drogue. Okay. Tout ce que je voulais, c'était me geler. Mais il faut avoir de l'argent pour ça. Exact. Mais je travaillais comme emballeur au magasin IGA. Je passais les journaux le matin. Il fallait que je casse mon argent parce que mon père allait à piquer. Puis tu allais toujours à l'école? Oh oui, j'ai toujours été à l'école. Moi, j'étais allé à l'école longtemps. Là. Puis, est-ce que tu rêvais, c'est quoi tes rêves par rapport à l'argent? T'sais, on rêve tous de ne pas en manquer, mais est-ce que tu te voyais millionnaire non, ou tu as toujours été un gars qui se contente de ce qu'il y a puis tu te débrouilles avec ça? Pour moi, l'argent n'avait de valeur que converti en drogue. OK. C'est très intéressant. C'est tout. C'est très fascinant. Voyez-vous, j'ai commencé à fumer à 13 ans, prendre de l'acide à 14, puis du speed à 15. Mes premières injections, j'avais 15 ans. Du cristal? Oui, cristal meth. À 15 ans, donc la méthamphétamine, c'était ici, ça fait longtemps. Ouais, dans ce temps-là, c'était vendu au Corée Saint-Louis là, par les gangs de bicycles de l'époque. Tu avais les Satan's Choice, les Popeye, les Devil's Disciples. Puis il y en avait deux là, qui étaient au Corée Saint-Louis, là, Daniel puis Momon, là, qui vendaient ça. Là. C'était au restaurant au coin du Corée Saint-Louis. Là. Ça s'appelait chez Harris. Puis tu achetais un spoon pour 10-15$. Un spoon, tu peux te faire 1 ou 2 injections. T'sais. Un spoon de meth? Oui. Wow. C'est combien? 10 ou 15$. OK. Intéressant. C'est intéressant de faire les comparatifs avec aujourd'hui. Un table d'acide, c'était 2$. Ah, ça, c'est pas cher. Mescaline, mais l'acide, c'est 3%. pas tellement cher non plus. Puis tu rêvais-tu d'une famille, des enfants? Tu rêvais-tu de voyager? Non. Tu pensais pas à ça? Non. Le moment présent seulement? Oui. OK.
Puis, donc, j'allais te demander si tu avais un but dans l'avenir à l'adolescence. Est-ce que tu l'as atteint? Puis pourquoi, puis comment? Tu sais, mais si tu avais sûrement le but, de survivre, en tout cas. Oui. Fait que tu te projetais jamais dans l'avenir. Pas vraiment, non. OK. Mais j'étais gelé tout le temps. Ah ben, tu étais dans le moment présent. J'étais du matin au soir J'étais dans gelé. le moment présent. Marielle, Tu réussissais à aller à l'école? À un moment donné, là, je suis bien gelé sur l'acide, OK? Là. À l'école? Ouais, ben oui, j'en prenais partout. Là. OK. Puis là, j'étais en pleine ascension, puis j'ai voyons, Le directeur? Non, l'orienteur ou le psychologue, ou je sais pas quoi, de l'école qui me fait venir dans son bureau, puis qui me dit, bon, ben, on a vu que tu avais comme une intelligence supérieure, fait qu'on va te faire sauter ta 12e année. Puis tu étais gelé à ce moment-là? Ben raide. Je contrôlais ça très bien. Ma première fois, j'ai travaillé au IGA. Le premier jour, je suis arrivé là, bien gelé sur l'acide. Tu as bien emballé? Ah oui. En tout cas, tu as l'air les psychotropes, les psychédéliques. Donc, ton but était quotidien, puis tu l'atteignais. Oui. C'était pas mal ça. Hein? Ben là, je pense que ça nous dit un peu ce que tu disais tantôt. Vous savez, moi, je parle beaucoup de drogue dans la vie. Là. On dirait que nos téléphones le savent quand on parle de drogue. Là. Ils nous envoient des pubs de drogue. C'est fou. Mais je suis très curieuse quand même parce que moi, je dis toujours, dans la vie, c'est mieux d'avoir des remords que des regrets. Les remords, c'est quand on regrette d'avoir fait quelque chose. Puis le regret, c'est quand on regrette de ne pas l'avoir fait. OK. Fait que j'ai l'impression que tu n'auras pas beaucoup de regrets à la fin de ta vie. Mais j'aimerais ça savoir quand même, est-ce que tu serais à l'aise de nous raconter ton meilleur trip de drogue ou d'alcool ou de médicaments de ta vie et ton pire? Puis ensuite, j'aimerais que tu nous dises lequel des deux est le plus clair dans ta mémoire. Si tu es à l'aise. Le meilleur, oui, je peux conter une anecdote. Moi, je travaillais à ce temps-là dans l'hôpital général juif, puis je côtoyais un étudiant du collège de l'Université McGill qui étudiait en biochimie. Puis il en avait fabriqué, lui, du LSD. Tu sais. Puis moi, à ce temps-là, quand je travaillais à l'hôpital, je travaillais en hématologie, puis ma tâche consistait, en fin de journée, à vider les pipettes dans un bain d'acide, puis à nettoyer des lamelles de microscope, tu sais, avec de l'alcool. Lui, il m'arrive, il dit, hey, Dan, gars, j'ai fait de l'acide, elle est super bonne, tout ça. Il dit, prends-en pas trop parce qu'elle est forte. Moi, je le regarde, j'ai déjà pris ça de l'acide. Là, donc, je le prends tout. Il est 3h30. Normalement, ça prend une demi-heure à 1 heure avant de faire effet. Fait que moi, je finis en 4 heures. Fait que je le prends à 3h30. C'est en buvard ou en goutte? En buvard, ça s'appelait la frog. OK. La frog? Ouais, c'était comme une grenouille dessus, une grenouille verte. C'est avant le LSD 25. Ça en était. On appelait ça de l'acide. Okay. C'était du LSD, ouais. On appelait ça de l'acide. Okay. Puis là, 10 minutes après, j'étais en train de nettoyer mes lamelles, puis d'un coup, il y a un paquet de couleurs qui commencent à apparaître dans l'alcool, là, des belles couleurs, toutes les couleurs du prisme, c'est chatoyant, ça coule, ça dégoûte, je suis plus capable de les nettoyer. Là, je m'aperçois que je commence à être bien gelé, puis ça fait 10 minutes. Là. Fait que je me dépêche, je ramasse les pipettes d'acide, puis en le ramassant, je m'en aperçois pas, mais il dégoûte tout sur mon jean. Fait que là, je mets ça dans l'eau, je m'en aperçois pas, puis je décide d'aller faire un tour à l'Oratoire Saint-Joseph. On est en plein été, puis il fait beau. En marchant vers l'Oratoire, ben là, tu as les marches pour monter. Puis là, je vois les paquets d'Américains qui sont là en culotte courte avec leurs enfants, à prendre des photos. Puis là, je commence à comprendre le sens de la vie. Là, j'arrive en haut, puis là, en haut, ben, je décide de rentrer dans... Il y a comme un boisé, tu sais, en haut de l'Oratoire. Là. Je commence à me promener là-dedans. Là. Puis là, je vois un superbe faisan collier qui se promène à terre, plein de couleurs. Puis là, je continue à marcher, puis paf! J'arrive dans Summit Circle, Westmount en haut. C'est toutes des maisons de grande valeur. On dirait que chaque pelouse a été coupée à la main. Là, je marche là-dedans, puis je m'émerveille. D'un coup, je regarde mon jean. Il est fondu. Il est tout effiloché. Il est fondu. Partout, j'ai comme des grandes lamelles de tissu, tu sais. Fait que là, je capote. Je me dis, je peux pas rester ici. Fait que, il y a un bois là-dedans, là, où on peut se promener, qu'il y a des sentiers où ils promènent leurs chiens. Fait que je rentre là-dedans. En rentrant là-dedans, je commence à me faire piquer par des maringouins, puis c'est vraiment désagréable. Fait que je me dis, je vais faire de la fumée, ça va les éloigner. Fait que comme j'ai un once de pote, je commence à enrouler des pétards, j'ai fumé après l'autre, faire bien de la boucane, mais je deviens encore plus gelé en faisant ça, tu sais. Puis là, plus ça va, là, plus je commence à être un petit peu paranoïde, parce que là, je marche, puis souvent, je me regarde drôle, mais je m'aperçois que c'est des homosexuels, fait que je m'en fais pas trop. Là, à un moment donné, il y a 2 chiens qui arrivent vers moi en courant, 2 gros bergers allemands, puis ils me foncent dessus, puis ils passent à côté de moi, j'ai le cœur qui veut m'arrêter, puis là, la musique, elle sort de partout. Les feuilles, les arbres,
tout, c'était une symphonie. T'sais. Mais c'était-tu un bon trip? Hein? C'est un bon trip ou c'est le pire, ça? Ben, c'est un C'est le que plus, je me rappelle le le plus plus. intense. Ouais, OK. t'sais. Fait que là, il est 9 h le soir, il commence à faire noir. Fait que j'essaie de revenir à Montréal-Nord. J'ai pas une scène sous moi, mais il y a du monde qui me doit de l'argent à Montréal-Nord qui travaille là, d'une shop. Fait que là, il y a un beau taxi qui est là avec un jeune qui chauffe. Là, il est BCBG, bien raide, là, super cute. Là. On dirait que, en tout cas, c'est le chauffeur le plus stylé que j'ai jamais vu de ma vie. Fait que j'embarque dans le taxi. Il est tout en cuir. C'est un beau Buick, là, mais de classe. Là. Fait que là, on part. Là, j'explique, j'écoute. Puis là, moi, je suis bilingue, mais là, je suis plus capable de parler anglais. Mais lui, il parle juste anglais, puis un petit peu de français. Fait qu'on a besoin de se comprendre. J'ai dit, je fais comme un mini bad trip de LSD, puis je m'en vais à Montréal-Nord. J'ai pas d'argent, mais là-bas, il y en a, puis veux-tu m'amener, tu sais? Ça coûte à peu près 10$ dans ce temps-là. Là. Fait que là, on part, il me demande si j'ai faim. Je dis oui. Fait que là, on arrête dans un EW, je rentre, là, tout le monde part à voler dans les airs. Fait que j'ai retourné dans le taxi, il sait pas trop ce qui se passe. Fait que j'avais commandé pareil, là, mais. Je m'excuse, ça sonne fort. Je vais essayer de le baisser. C'est que j'ai pas dit au début de l'émission qu'on a des questions à 5 minutes par question. On va laisser finir la question du meilleur trip. C'est quand même intense. Ça passe vite 5 minutes. Là, il me donne le Teen Burger. Je prends une bouchée de ça. La moutarde m'emplit à la bouche. Pas mangeable. Je crache ça. Il est vraiment pas content. Fait que là, on part. Puis on frappe un orage. Mais un orage d'été, là, que Caroline, tu vois rien. Là. Il a le nez dans le windshield. Puis on avance à 5000 $ ce métropolitain. Puis moi, je la connais pas, l'adresse où je m'en vais. Fait que j'essaie d'y dire où. Mais je passe des. En tout cas. Fait que là, on passe une place. Puis je perds le sens. Puis là, je dis, on l'a passé tout direct. Il dit, t'es sûr? Je dis, oui, mais on revient d'abord. 3 secondes après, on est revenu ce qu'on était. T'sais. Puis il mouille. C'était écœurant. Il mouille tellement que le char, il arrête. Il était patient, ce chauffeur-là? Ouais. Ah, il se rappelle de moi, c'est sûr. C'est sûr. Là, le char s'est arrêté. Fait qu'il sort dehors. Puis là, il déplie un petit parapluie. Dans ma tête, c'est comme un petit parapluie en dentelle plein de tout dedans. Là, mais en tout cas. Puis il mouille des cordes. Il ouvre le hood. Moi, je sors. Là, je me fais mouiller tout de suite, ben raide. Oui. Si je me le vois, je dis panne de gaz. Il dit, il va retourner dans l'auto. Fait que je retourne dans l'auto. Il push le quoi sur le carburateur, en tout cas, sur ses fils, puis ça repart. T'sais. Fait que finalement, on se rend à la place que le gars est souhaité de me payer. On arrive là, il fait noir, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Il y a une petite feuille dehors. Oh, ouais, ils ont fermé parce qu'il faisait pas assez beau. T'sais. Fait que là, il est pas content. Fait que je dis, viens me voir au Jewish demain, m'a payé. Non, mais là, je monte mon coat, il est trop petit. Ah, c'est vrai, j'ai du pot. Fait que je donne ma demi-once de pot. Fait que c'est correct. Là, il m'amène chez nous. Là, j'y parle, j'ai plus de pot. Moi. Hey, tu m'en redonnais un peu. Il en a ordonné. Oui, mais juste les branches qu'il y avait sur le dessus. fait que ça, c'était ça. Ça, c'est un de ceux qui a été le plus intense que j'ai eu. Là. Ouais. Ben, c'est quand même très intense. Puis il y a des bons moments, tu sais, les couleurs qui coulaient partout, ça devait être magnifique. Ah oui, c'est ça. L'oratoire, ça devait être magnifique. Mais quand on se rend compte qu'on a les jeans tout effilochés et on sait que le LSD est un catalyseur, le cannabis catalyse beaucoup de substances, ça augmente l'effet de d'autres. Et on sait que le mix cannabis-LSD, c'est quelque chose qui est intense parce que c'est comme synergique. 1 + 1, ça fait 3 au lieu de 2. Puis ça a bien fini. Tu t'es retrouvé chez toi en sécurité, puis tu t'es mis des nouvelles jeans. Ben, je les ai jetés ceux-là. Oui. Okay. C'est intéressant de voir comment ça fait longtemps, hein? Ben, j'avais 15 ans, 16 ans. Ça fait que ça fait 50 ans. Puis c'est très, très clair même dans ta plus tête. que ça, là, ouais. Tu te rappelles, je suis sûre que tu te rappelles des illusions visuelles aussi, les j'ai feuilles. une bonne mémoire. Ça, je le sais. Donc, aujourd'hui, Daniel, t'as quel âge? 68. Puis comment tu décrirais ta vie, ton mode de vie actuel au niveau affectif? Donc, est-ce que tu es en couple ou pas? Est-ce qu'au niveau social, au niveau professionnel, au niveau récréatif, tu as des lobbies, tu as des loisirs, tu aimes l'écriture? Comment tu décrirais ta vie aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai une vie vraiment tranquille là, comparée à ce que je vivais avant. Là. C'est une vie modeste. Là. J'ai travaillé toute ma vie, mais je ne suis pas venu riche, je ne suis pas venu pauvre. Là. J'ai quand même la chance d'habiter une maison. Ça aurait pu être bien pire. Là, c'est vrai. Ça aurait pu être mieux aussi, là, mais en tout cas. Comment j'occupe mes journées? Mais là, je travaille encore, parce que je n'ai pas le choix vraiment. Là. Je travaille à demi-temps, là, mais je ne fais rien de vraiment spécial. Est-ce que si tu regardes ta vie comme un film, est-ce que tu l'écouterais plus qu'une fois? Est-ce que tu es fier de tout ce que tu as passé à travers, en fait? Pas tout. Non.
On a tous des regrets. Il y en a que oui, il y en a que non. Là, OK. Mais en gros, tu es assez serein, je pense, comme personne. Tu acceptes ce que tu peux pas changer. Puis Ouais, ce mais que j'ai tu arrêté essayes de de consommer. changer. J'ai Oui, il y a arrêté de ça consommer, aussi. ça fait longtemps. Là. J'ai arrêté de consommer, je pense, j'avais 29 ans. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait quand même 37, 36 ans là, que OK. en fait, j'ai recommencé à consommer dernièrement. Là, je prends un verre et puis tout, là, mais je veux dire, pas. Pas de drogue qu'on dit dure. Là. Non, Pas non, c'est rien de ça. Pas quelque chose qui pourrait te tuer d'une surdose. Non. Parfait. Il faudrait que j'en prenne pas mal. Là. Puis d'ailleurs, est-ce que tu as déjà été en contact avec des substances? Tu sais, le LSD, là, ça peut être toxique pour le cœur à haute dose, mais à moins de se suicider en psychose, on ne meurt pas d'une surdose de LSD. Si j'ai Est-ce pris que des tu drogues penses que tu as pris des drogues qui auraient pu te mettre en danger de mort? Ben oui. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ouais. Après ça, quand j'ai arrêté de prendre du cristal, j'ai connu la cocaïne. Dans On ce parle de temps-là, quelles années, là? on est en 75, OK. 74. Donc, c'était de la bonne. Ah oui, c'était de la grosse roche bien dure. Là. Puis qu'est-ce que ça faisait de différent? Moi, j'ai 47 ans, puis j'écoute les gens autour, je soigne des patients, tout ça. Puis tu sais, j'entends des fois que moi, j'aime beaucoup les Rolling Stones, puis on dit que les Rolling Stones, ils faisaient de la bonne coke, puis ils pouvaient aller dormir 2 heures après. Ouais. En quoi tu dirais... Pourquoi tu penses qu'on dit que la coke d'aujourd'hui n'est pas bonne, elle est cheap, elle est coupée, comparé à ce qui circulait à l'époque? Puis comment ça valait 1 gramme de coke en 75? C'était 100$ pareil. C'est encore ça. Hein? Mais sauf que c'était de la cocaïne pure. Hein. C'était pas coupé rien. Tu avais une grosse roche. Puis, mais il n'y avait pas de testing dans ce temps-là. Vous ne pouviez pas la tester. En fait, c'était très dur à trouver. C'était juste dans le jet set qu'il y avait ça. Là. Tu ne trouvais pas ça ailleurs. Il n'y avait pas de crack dans les rues. Là. Non. Non, en 75, il n'y en avait pas. C'était pas connu. T'sais. Puis c'était juste les milieux des artistes qui commençaient à connaître ça ou le marché de ceux qui étaient beaucoup d'argent. C'est avant Wall Street. Puis moi, le problème, c'est ça. C'est que là, j'ai commencé à en vendre. Puis j'ai été mon meilleur client. Fait que, c'est ce que plusieurs vendeurs disent. Ouais. Puis là, ben, tu sais, au cégep, là, moi, vendre des grammes à 100$, ça ne marche pas. Là, eux autres, ils ont 2, 3, 4, 10$. Fait que c'est tout moi qui ai pris ça. Puis je me suis ramassé avec 10 000$ de dette. T'sais. En 75. Puis en 75, une maison en banlieue, c'était 20 000. Fait que, c'est parce que tu avais fronté du monde ou quoi? Oui, je me faisais fronter. Donc, tu t'étais fait fronter. Ah ouais. OK, mais fronter quelqu'un, c'est de lui donner ce qu'on va lui vendre à l'avance. Ah oui, c'est ça. Il ne paye pas, là. Fait que moi, je me faisais fronter une once de coke, mettons, puis je manquais toujours d'argent. C'est ça, parce que tu en consommais. Oui, c'est ça. Puis là, je me suis ramassé avec 10 000$ de dette. Dans la vingtaine. À 15 ans. À 15 ans aussi? OK, ça, c'était avant l'âge de 18 ans aussi? Oui. OK. Je devais avoir 16, là. 17, 16, 17. Ouais. Puis est-ce que tu as connu les médicaments? Il y avait les barbituriques, il y avait les speeds légales, il y avait des... Tu sais, ce qu'on donne aujourd'hui, le Vivance Concerta, ça fait longtemps que ça existait, ça, dans les années 60-70. Oui, avant ça, c'était les Goofballs, puis après ça, il y a eu les Peanuts. Puis, c'est quoi, des Goofballs? C'était un mélange de Downer puis de Speed que les gens prenaient là, dans les années 60. Ça a un autre nom, ça. Ils disent qu'ils mélangent des Speedballs? Après ça, c'était de l'héroïne, la coke des Speedballs. OK. Mais des Goofballs, c'était pas ça. Là. C'était vraiment là, du speed là, avec un downer quelconque. OK. Wow, c'est intéressant. C'est drôle comment les recettes se renouvellent, mais on n'invente plus grand-chose. Mais moi, j'en ai pas pris de ça. Là. OK. C'est pas ça que j'ai pris. Là, j'ai pris de la coke. Puis après ça, j'ai tombé dans l'héroïne. Des amis ont commencé à aller aux Indes, puis en Thaïlande. Puis dans ce temps-là, en Thaïlande, un quart de livre de coke, ça coûtait d'héroïne, c'était 5$ US le gramme. Fait que c'était 550$ US. Un quart de livre? Un quart de livre, hein, 550, mais c'est rien. Non, c'est ça. Ça coûtait 5$ US. L'héroïne peu, là. Puis ici, ben, tu peux la couper puis la vendre 500$ chaque. T'sais. Fait que c'était payant en tabarnak. Ben, ça doit être très payant, puis ça devait être pur aussi. Oh, oui, c'était très payant. Il n'y avait pas de fentanyl dans ce temps-là. Là. Non. Wow. On coupait ça avec de la quinine. Ah oui, puis ça, c'est dangereux pour le cœur. Je sais pas. Mais est-ce qu'il y avait des programmes de méthadone à l'époque? Il n'y avait rien, hein? OK, c'est intéressant de savoir que... Narcotique anonyme n'existait même pas. Wow. OK. Fait que les sources d'aide, quelqu'un qui était sur le SMAC, là, parce que le SMAC, c'est l'héroïne, qui voulait arrêter, il ne pouvait pas. Non. On dit que c'est une étude de projection, mais si on met 100 héroïnomanes dans un espace ensemble pendant 1 an, ils veulent tous arrêter. Pas de méthadone, pas de Suboxone.
On dit qu'un an plus tard, il va y en avoir 2 qui vont être abstinents d'opioïdes. Ah ouais? Oui, fait que c'est pas une question de volonté, hein, les opioïdes, c'est vraiment une question de dépendance physique. Même Oui, quand il n'y a plus de buzz, les gens consomment juste pour ne pas être malades. Ben moi, c'était ça. Là. Ça devient plus une partie de plaisir. Maintenant, comme j'ai dit au début, je ne l'ai peut-être pas dit clairement, mais si une personne est mal à l'aise de nous répondre à une question, elle peut très bien nous dire qu'elle passe la question. Là, on a en masse de sujets. Donc, est-ce que tu prends, Daniel, des médicaments ou t'en as-tu déjà pris? Si oui, est-ce que tu sais pourquoi? Je te demande ça parce qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui ne savent même pas à quoi servent leurs médicaments. Sinon, est-ce que tu as déjà refusé de prendre des médicaments? Est-ce que tu as déjà fait refuser des médicaments? Et si oui, tu as déjà refusé des médicaments, pourquoi? En fait, je veux savoir ta relation face à la médication comme personne dépendante. Parce qu'il y en a qui, tu sais, des fois, dans les narcotiques anonymes, ils disent, si tu prends de la méthadone, tu n'es pas à jeun, tu n'es pas abstinent. Alors non, que... mais c'était pas mon approche. Moi, Non, okay. Moi, je crois en la science, puis j'ai toujours eu confiance là, dans ce que les médecins me donnaient. Puis oui, je prends des médicaments actuellement, puis la plupart, je sais à quoi ils servent. Là. Parfait. Ouais. Puis ça fonctionne. J'espère. J'espère bien. Est-ce que tu as déjà été hospitalisé, soit en psychiatrie ou en médecine physique? Puis si oui, as-tu envie de nous en parler? Ben, juste mon rhumatisme articulaire aigu, là, c'est tout. Ben, j'aimerais ça que tu en parles, parce qu'on entend ça des fois, puis personne ne sait c'est quoi. On en voit de moins en moins, là. Ah, ça existait presque plus déjà dans mon temps. C'était pas une séquelle de poliomyélite, là. C'était vraiment les rhumatismes. Un RAA, rhumatisme articulaire aigu. C'est une maladie qui était courante avant. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben là, ça fait que tes articulations te font très, très, très mal. Enflées, rouges, chaudes, je me rappelle plus si enflait, là. Mais je sais que j'ai dû passer 1 mois à l'hôpital sans sortir du lit, à me faire piquer des injections de cortisone. Et ça s'est passé? Oui, sans séquelles. Tu n'as pas gardé de séquelles de ça au niveau articulaire? Là? En fait, les séquelles, c'est plus des souffles au cœur. Ah, OK. Ouais. Mais je pense pas que tu en ailles. Non. Non. Fait que tu as guéri de ça parce qu'il y avait aussi, à l'époque, il y avait la polio. Je pense que plus tôt, là, avant, il y avait des gens qui avaient des séquelles articulaires de la polio. Jeune, ouais. Mais ça fait très longtemps. Ouais. Fait que tu n'as jamais été hospitalisé pour en haut des épaules? Non. Malgré tout ce que tu as fait, tu n'as jamais fait une psychose? Non. Tu n'as jamais été amené à l'hôpital parce que tu criais ou tu te promenais tout nu dans la rue, comme quelqu'un m'a raconté aujourd'hui? Non. OK. Fait que tu as un cerveau... J'ai jamais perdu la tête. OK. En amour, j'espère que oui. Là. Ça, c'est pas pareil. Là, c'est une question un petit peu plus... je pense qu'il est plus personnel et adapté. Là. Moi, je veux savoir si tu as déjà été en prison. Est-ce que tu as un dossier? Est-ce que tu veux nous en parler? Et c'est aussi pour montrer aux gens qu'on peut entrer en prison, mais on peut en sortir aussi. Ouais. Puis un dossier criminel, un pardon, ça se demande. Je t'écoute. OK. Oui, j'étais allé en prison. J'étais allé 3 fois. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à rencontrer des gens pas mal plus criminalisés. J'ai connu la plupart des caïds qu'on connaît aujourd'hui. Là, c'était des amis d'enfance. Okay. Fait que j'ai été considéré comme un membre du crime organisé assez jeune. Ce qui fait que j'ai quand même... À chaque fois que j'étais en prison, je recevais une grosse sentence, même s'il n'y avait rien qui avait sous moi. T'sais. La première fois, j'ai pogné 2 ans moins un jour parce que j'avais 1 gramme d'héroïne dans les poches. Possession simple, 2 ans moins un jour. Ils m'ont mis possession dans le but de trafic parce qu'elle était à 87 %. Mais c'est beaucoup, 2 ans moins un jour. Oui, puis après ça, la personne à qui je me tenais, la police est venue chez nous, ils ont trouvé ses cartes de crédit, à son nom, puis tout. Puis c'était pas quelqu'un de recommandable. Puis la GRC a fait des pressions pour que je reste dedans le plus longtemps possible. Fait que première sentence, 2 ans moins un jour, en même temps que Claude Dubois était revenu, là, puis qu'il s'était fait pogner avec son importation. C'est que lui, il n'a rien pogné. Lui, ils l'ont permis d'aller à portage. Moi, quand je l'ai demandé, ils ont rien de moi. Est-ce que c'est une question d'avocat? J'avais pas une bonne réputation. OK. Je côtoyais des gens du crime organisé majeurs. Là. Mais là, on parle de quelles années à peu près, ça? Qu'ils t'ont dit que fallait que tu ailles en dedans et non en thérapie parce que de nos jours, les prisons débordent. Là, en 80. Les thérapies étaient peut-être moins développées, mais aujourd'hui, il y avait juste portage. Oui, le portage existait. Mais ça, ils ont envoyé du bois là. Ça n'existait pas, des places pour les carcérales. Non. Fait qu'ils ont envoyé du bois là, mais moi, ils n'ont pas voulu. OK. T'étais trop tannant. Ou tu chantais pas assez bien. Regarde, là, je venais d'un milieu défavorisé, je n'étais pas connu, puis regarde, j'ai pas d'argent, puis en plus, je côtoie des bandits, fait que ça a été ça, 2 moins 1. Mais j'ai rien compris pendant que j'étais là, j'ai retourné une 2e fois. Toujours au Fed? Non, pas au Fed, au fédéral, non? 2e fois au fédéral, 4 ans. OK. C'est quand même
des meilleures conditions de détention. Oui, avoir su, j'aurais demandé 2 ans. Ben, c'est ça. Moi, un jour. Parce que quand il m'a condamné, là, moi, j'étais étudiant en génie informatique à l'Université d'Ottawa, dans ce temps-là. Puis, on était en milieu de session, on était rendu au mois de mars. Je ne pensais jamais qu'il me mettrait en prison tout de suite. Paf, il m'a tout coupé. Puis, il a même eu, le juge, le sarcasme de me dire que j'allais apprendre un métier en prison. À Bordeaux, là, tu n'apprends pas grand-chose. Tu apprends à survivre. Ouais. Ouais. C'est incroyable quand même. Ouais. J'ai une anecdote là-dessus, si je peux Ben raconter. oui, vas-y. Là, ouais. Bon, quand moi, je suis arrivé à Bordeaux, là, je me suis fait un chum quand je suis arrivé qui venait de revenir. T'sais. Puis, la façon que ça marche là-bas, il y a 5 L. C'est A, B, C, D, E. Les wings. Le A, c'était pour les premières sentences. Le B, c'était pour les premières sentences, mais plus longues. Le C, c'était pour les vieux récidivistes. Le D, c'était pour ceux qui arrivaient. Puis le E, c'était pour les jeunes récidivistes. Mais moi, tous mes chums sont dans le E. Tu sais, j'ai à peu près 20-25 personnes que je connais là. Fait que mon chum, il fait passer pour le cousin du président pour que je passe en avant de tout le monde pour que j'y aille dans l'LD. Dans l'LE. Ben oui, mais mes chums étaient tous là. Puis là, l'autre me dit, ben, tu peux pas, tu vas être dans le B. Fait que là, ça s'est passé le mot dans l'LE, comme quoi le cousin du président s'en vient, le cousin du président s'en vient. Là, ils ont parlé avec le commandant de la wing, puis il a dit, j'étais tranquille, puis tout. Puis finalement, ils m'ont fait rentrer. La façon que ça marche, c'est qu'à 4 heures l'après-midi, les cellules ferment, sont en cellule jusqu'à 6 heures au souper. Fait que moi, je suis arrivé, il était comme 4h30, personne ne m'avait arrivé. Puis là, à 6 heures, il ouvre les portes. Fait que là, je sors, je vois mon chum qui est en béquille, c'est cassé une jambe. On va manger ensemble à la cafétéria, un bon steak de ballonné. Puis là, on revient, puis c'est le soir du film. Fait que on s'en va dans le gymnase, puis l'autre, il est moins vite que moi, fait que je marche plus vite que lui. Là, je me mets debout sur 2 chaises, puis là, je fais signe, tu sais, puis pendant ce temps-là, le monde se ramasse. Puis d'un coup, il y en a un qui me tape sur l'épaule, il dit « Hey, c'est nos places ici. » Qu'est-ce que tu as fait? Là, je le regarde. Ce que tu fais là, j'étais là avant toi. Tu n'as pas trop l'air à savoir comment ça marche. Puis pendant ce temps-là, tout le monde se place. Puis là, je me ramasse tout seul sur ma chaise avec ce gars-là, puis ses chums à côté de moi. Là, il se lève les bras. Il dit, t'es nouveau ici? Tu sais pas trop comment ça marche? Puis ça. Puis il y a des petits boxeurs tatoués sur le bras. Là, puis tout. Et ce qui s'est pas, c'est que moi, mes chums sont tout en arrière de lui. Là, il y en a un, il tape sur l'épaule. Il dit, le gars que t'es cœur, là. Ben, c'est lui le cousin du président. Ah ben, t'aurais dit, voir la face changer. Il donne un coup de coude à son chum qui est entre nos deux, il change de place avec. Excuse-moi, je le savais pas. Veux-tu une cigarette? Qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu pogné bien du temps? T'sais? Mais il existe-tu, ce président-là? C'était le président de la Wing? Oui, mais c'était pas ton cousin pantoute. Non. Mais il disait que j'étais son cousin. La famille, c'est ça. Fait que tu l'as vu, ton film? Oh oui, lui, il m'a plus jamais écœuré. C'est bon. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, ce dossier-là te nuit? Ça m'a nuit. Pour voyager ou pour la job? Vie. Parce que moi, j'aimerais ça que tu nous dises, Daniel, tu as 68 ans, tu es lucide, tu as toute ta tête, tu es libre comme l'air, tu travailles, tu prends ta médication. Est-ce que c'est-tu vrai parce que moi, j'entends plein de gars me dire « Oh non, je viens d'aller en dedans, je pourrais plus jamais me pogner une job, je pourrais plus me louer un appart, je pourrais plus voyager. » Qu'est-ce que tu répondrais à ces gars-là et ces filles-là qui ont des dossiers? Okay. C'est sûr, ça dépend de ce que tu as fait. Bon, pour ce qui est de l'appart, là, je le sais pas, là, mais pour le travail, là, ça aide pas pantoute. Vraiment? Vraiment. Moi, ça m'a nuit énormément. Ça a brisé ma carrière, en fait. T'sais. Ma première job que j'ai pognée, en fait, quand je suis sorti après la 3e fois, là, en tout cas, là, j'étais venu clean. Là, okay? Ma première job, là, j'étais clean quand j'ai commencé à travailler. Là. Et puis, j'ai commencé dans les télécommunications, puis j'ai eu une carrière exceptionnelle là-dedans. Je suis devenu un des tops au Québec. T'sais. Puis, malheureusement, dans les derniers 1000, j'ai eu à m'occuper du dossier pour le palais de justice qu'ils ont bâti à côté de Bordeaux. Parce que j'étais en télécom, puis il fallait que je monte l'appel d'offres pour ça. Puis là, il y a eu un screening de la police. En enquête sécuritaire. Ses employés. Puis j'avais pas encore mon pardon, puis ça s'est su. Fait que ça s'est su, puis ça s'est dit. J'ai perdu ma carrière en technologie à ce moment-là, puis j'ai été obligé de travailler dans un autre domaine qui était vraiment moins bon. Puis en tout cas, ça, Daniel, c'est avant ou après l'arrivée d'Internet et des filières électroniques? Internet était déjà débuté. Okay. Là, on est en 99, 2000. Donc, à l'embauche, il n'y a pas eu d'enquête sécuritaire parce que tu ne travaillais pas en contact avec des détenus ou le système de justice. À l'embauche, là, c'est curieux. Là, la personne qui m'a engagé savait que j'étais un ancien bandit, mais il aimait les bandits. OK. Quand j'étais là, je me suis fait remarquer par le fournisseur de la petite compagnie parce que j'étais bon, puis j'avais des bons résultats, puis qui m'a référé à une compagnie plus importante.
L'autre, il m'a pas demandé si j'avais un dossier, il m'a engagé. Ben non, tu étais référé. J'avais des CESA, tu sais. J'ai toujours été référé de même, puis j'ai monté comme ça, là, jusqu'à donner des conférences dans les hôpitaux, là, tu sais, là, c'est la télécom, là. Fait que j'étais un des tops au Québec. Puis après ça, ben, la téléphonie allait évoluer vers l'informatique, puis moi, j'avais des connaissances en informatique quand j'ai étudié à l'université là-dedans. Fait que j'avais le bagage que peu de gens avaient. T'sais. Mais c'est utile être dans le milieu criminel puis être un top en informatique. De nos jours, c'est les plus grands criminels sur l'Internet. Oui, je sais. Ben, l'idée au début, c'était ça. Tu sais. Ouais. Ça a juste changé par après. Ça a changé l'orientation. Mais donc, qu'est-ce que tu dirais à un gars qui a fait 1 ou 2 ou 3 sentences, provinciales, fédérales, peu importe, qui n'a pas tué, mais qui a eu milieu criminel, de toute façon, on ne peut pas te demander le crime de quelqu'un. Moi, je trouve ça extrêmement indiscret. Là. Je ne demande jamais ça à mes patients. S'ils veulent me le dire, ils me le disent. Mais qu'est-ce que tu dirais à un gars, mettons, qui a fait du trafic pour consommer, il a consommé, s'est fait pogner, il est allé en dedans 2, 3 fois. Est-ce qu'il faut qu'il soit malhonnête? Ça dépend du travail. Oui. Ça dépend du travail. Tu sais, c'est dur à dire. Tu vois, comme moi, la première fois, il savait, puis ça a bien été, mais quand ils l'ont su, ça a été mal. Ça dépend à qui. Ça dépend à qui le reçoit. Mais il y a toujours quelqu'un qui va garder des préjugés envers quelqu'un qui a fait des crimes. Peu importe ses compétences. Puis son expérience. Oui, puis là, tu vas passer deuxième, si ça se sait. Écoute, moi, je pense que c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'il y a des stigmas énormément. Puis moi, pour avoir travaillé dans les prisons fédérales puis collaboré beaucoup avec la provinciale, je vous dirais que les prisons sont remplies de génies, mais qui mettent peut-être pas leur énergie à faire quelque chose de positif. Je pense que si on rassemblait tous les cerveaux des antisociaux et des détenus qu'on peut côtoyer, peut-être pas les grands malades mentaux là, qui font des psychoses, qui sont pas responsables de leurs crimes. Mais si on encourageait les détenus à faire des choses positives, on pourrait changer le monde. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens très intelligents qui se ramassent en prison. Tu sais, moi, la prison j'étais, c'était un échantillon de l'humanité. Il y avait toutes sortes de gens. Là. Ben il y en a des bons, des pas bons, des pourris, des corrects. Des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs. Il y a de tout, là. Le crime n'a pas de préjugés. Non. Il y a toutes sortes de monde. La justice a des préjugés, selon moi. Puis moi, j'ai toujours pensé en... Je sais pas s'il accepterait que je le dise, mais mon père, moi, était avocat. Puis il m'a déjà dit que la justice, c'est un peu comme un cirque. Et c'est le clown qui va le plus faire rire le juge qui va gagner. Puis malheureusement, oui, c'est vrai que la justice existe. Mais on en entend des histoires des fois de gens qui ont perdu leur permis de conduire pour l'alcool. Puis s'ils payent 10 000, ben ils s'en sortent. Écoute, c'est sûr que l'argent aide. Oui, bon, c'est sûr. Mon père dit aussi, l'argent, ça donne pas le bonheur, mais ça rend le malheur plus tolérable. Ça rend le malheur confortable. T'es mieux de broyer dans une Rolls-Royce que dans le métro. C'est pareil comme dire, mieux vaut être riche et sans santé que pauvre et malade. Hein? C'est un peu la logique. Donc, Daniel, pour continuer un peu dans le même sens, est-ce que tu as déjà eu peur de mourir? Ou est-ce que tu crois que tu aurais pu mourir à un moment dans ta vie, même si tu n'as pas eu peur? Et par rapport à la mort, est-ce que tu as déjà pensé à t'enlever la vie? J'aimerais ça que tu nous en parles, si tu es à l'aise de la mort, dans le fond, ta perception de la mort, si tu as déjà eu peur. Moi, personnellement, à un moment donné, j'étais armé. Tu étais armé tout le temps? Oui. Parce que, en tout cas, c'est le mode de vie. J'ai été un des plus importants fournisseurs, pas un des plus importants, mais j'étais un fournisseur d'héroïne à Montréal. Fallait que tu sois armé. Hein? Fallait que tu sois armé. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas le choix. Puis là, il y a un gars que... En fait, il y a un gars... Je ne sais pas si je peux le nommer, là, mais c'est peut-être le délateur le plus connu au Québec actuellement. Là. Il doit être déjà connu, anyway. C'est lui qui a tué 65 personnes, là, qui est devenu délateur. Là. C'est Monsieur FS. Moi, j'ai connu son père, puis c'était un ordure. T'sais. Fait que lui, à un moment donné, j'ai eu peur qu'il vienne me faire de quoi. Fait que là, je dormais la nuit en poussant mon lit en dessous de la fenêtre. En prison, ça? Non. Pas en prison, dehors. Il savait où tu habitais. Oui, il était déjà venu chez nous. C'est lui qui m'a dénoncé à la police. En tout cas. Fait que là, la nuit, je dormais avec mon lit sur le bord du mur. Il m'a dit, s'il vient, il va tirer où il pense que je suis. Il m'a levé, puis il va le tirer en retour. T'sais. Tu t'endormais en pensant à ça? Ouais. Avec un gun? Ah ouais. Est-ce qu'il a déjà tiré? Si j'ai déjà tiré? Est-ce que lui a déjà tiré vers toi? Non, mais je me suis fait arrêter quelques temps après. Puis... OK. Mais est-ce que ça, c'est des moments où tu te disais que tu pourrais mourir?
Ben, je me disais pas, je pourrais mourir. Je me disais, faut pas, je meurs. C'est Faut ça. que je me défende. Donc, t'es-tu quelqu'un qui a peur de la mort? Non. Est-ce que c'est... Non. C'est la seule justice dans le monde, en fait. Là. On peut tout y aller. Puis est-ce que tu aurais déjà voulu provoquer ta propre mort? C'était... J'ai eu des idées, mais pas pour aller jusque-là. C'était plus comme... J'aimerais ça être mort, tu sais. C'est pas je veux me tuer, là, tu sais, mais... Mais que ça s'arrête. Ouais, tu sais. OK. Mais tu l'as jamais... T'as jamais essayé de te pendre, Non, faire une overdose. Est-ce que tu as déjà été dans un seuil de consommation où t'en es, là, que avant de t'injecter, excusez, tu t'en calisses si tu vas revenir ou pas? Non. T'as jamais été dans une consommation suicidaire ou des choses comme ça? Mais moi, là, Marie-Ève, là, de la drogue, là, j'en manquais jamais. J'ai un Mais parcours justement, d'héroïne. t'aurais pu en mourir. Non, mais je calculais mes doses. J'étais pas imbécile, là, tu Tu sais. faisais ça de façon intelligente. Ouais, Mais t'aurais pu mourir quand même. J'ai jamais eu d'overdose. T'as jamais eu d'endocardite, Rien. arthrite septique suite à l'injection, là. Puis, dans le fond, t'es pas quelqu'un qui a peur de la mort, mais Non. tu veux vivre. Tu sais, la mort, je l'ai connue beaucoup dans ma vie, là. Il y a plein de monde que je connais qui sont morts, là. J'ai même été identifié à la morgue, là. Fait que... C'était ma prochaine question. As-tu déjà vu quelqu'un mourir? Plein. De façon violente? Non. OK. Oui, Mais un. OK. Mais t'as déjà côtoyé la mort de près, là. Ah oui? T'as vu des gens partir. Ah oui. OK. J'en À ai vu 68 partir, j'en ai vu ans, mort. OK. J'ai été en avoir à la morgue. Identifié. J'en ai vu se faire tuer au pen, qui grouillait encore. Poignardé, j'imagine. Ouais. Wow. Fait que t'as pas peur du sang? Non. Non, OK. Puis, J'étais pas tellement peureux, moi. est-ce que tu pensais... Non, je vois ça. Peut-être inconscient même un peu parce que t'avais pas peur, mais est-ce que tu pensais, mettons, à 25 ans, là, si je t'avais apparu devant toi et je t'avais dit, Daniel, tu vas te rendre au moins à 68 ans. Ah non, moi, j'étais sûr de mourir avant 40. Ça n'a pas marché, hein? J'ai toujours été convaincu que j'allais mourir avant 40. Mon père est mort à 39 ans, fait que... De quoi il est mort, ton père? Infarctus du myocarde. OK, l'alcool n'a pas dû aider non plus, là. Oui, je fumais 2 paquets par jour. Regarde. OK. Fait que t'es pas un gars qui a peur de la mort. Tu flirtes pas avec. T'as jamais essayé de t'enlever la vie. T'as vu des gens partir devant toi. Puis, t'as-tu vraiment eu déjà peur de mourir? Je pense que non. Non. Non, je pense pas. D'après ce que tu me décris, là, tu voulais te défendre, mais t'avais pas peur. OK. T'as dormi quand même ces nuits-là? Oui. OK. L'héroïne, tu dors bien. Hein? Oui, j'imagine. J'imagine. Donc là, c'est un peu un petit contraste. On parlait de la mort, mais j'aimerais ça que tu me dises, Daniel, est-ce que tu es capable de me parler du plus beau moment de ta vie et du pire souvenir de ta vie? Et j'aimerais ça que tu me dises, dans ta tête, lequel est le plus clair? Le bon, le meilleur moment ou le pire? Ou les deux? Parce que tu es quand même quelqu'un de très lucide, là. Ben, j'ai beaucoup de meilleurs moments dans ma vie. Tu sais. Ben, c'est le fun d'entendre ça. Quand je me suis marié avec ma femme, c'était un bon moment. Quand ils m'ont donné mon party à Granby, c'était un bon moment. Quand tu es sorti de prison. Il y en a eu. Ça, c'est différent. Comment ça? J'avais pas d'allure, Marie. Physiquement Moi, ou mentalement? dans ma Ou tête. au niveau comportemental? Moi, là, quand je suis sorti de prison, là, j'ai tout de suite recommencé à faire des crimes. Comme ben du monde. C'est pour Oui, ça mais qu'il y a des quand c'est le probations. lendemain matin, là, c'est vite pas mal. Tu comprends? Avais-tu des agents de probation dans le temps? Ma première sentence, j'ai pogné 2 mois et 1. OK? Ils m'ont permis de sortir 2 mois avant la fin pour que je retourne à l'université sur un programme qui s'appelle un 5-2. Un 5-2. Ouais, 5 jours en dehors, 2 jours en dedans. À l'université? Moi, j'allais Wow. à l'université, puis ils m'ont permis la prison de sortir 5 jours semaine pour que j'aille à mes cours, je restais chez ma mère. OK. Puis 2 jours, j'allais en prison. Fait que je suis sorti dimanche soir pour aller à l'université le lendemain. J'ai fait beaucoup de fraude et de vols dans ma vie. Fait que le lendemain, quand j'étais allé à l'université, à l'heure du midi, je suis sorti, j'étais allé voler un portefeuille, j'ai été vider le compte de banque du gars qui avait 10 000 $. Avec le 10 000, je m'ai acheté un auto sur un faux nom. Puis j'ai aussi acheté un autre cordon d'héroïne. Tu sais. Combien de temps après t'es retourné en dedans? Ben, la semaine après. La semaine d'après. Ben oui, je OK. rentrais à tous les fins de semaine. Ah, c'était comme une sentence, parce que ça existe encore, ça, des sentences de fin de semaine. Là. Ouais, les mais gars, ça- ils rentrent, ils vont signer. Ouais. Non, mais moi, j'avais 2 ans moins un jour. J'avais OK. 6 mois de fête. Puis pour les 2 derniers mois avant ma libération, ils m'ont permis de Sortais sortir 5 le jours. jour. sur 2. Ouais. Mais tu allais-tu dormir là chaque soir? Non, juste Non, la tu fin de sortais. semaine. Wow, OK. Donc, tu étais quand même respecté, considéré dans tes désirs, tes projets. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est fou parce qu'on te croise sur la rue, puis c'est comme la plupart des gens, quand on parle, on peut jamais deviner l'histoire de quelqu'un. Ben, même dans ce temps-là, parce que j'ai jamais eu l'air de ce que j'avais fait. Tu sais.
J'ai toujours eu l'air d'un bon petit gars avec une face d'ange. Fait que ça m'a permis de passer partout. Hein. Comme dans un film que c'était pas ton rôle, on dirait. Mais en même temps, tu assumes très bien ta vie. Ouais. Puis d'ailleurs, si j'étais en avant de toi, Daniel, je sais, t'as pas d'enfant, Daniel, toi? Non. OK. Mettons, moi, je serais ta fille, là. J'ai 15 ans. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour la vie? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que tu dirais? De croire en elle. De croire en elle, en ses désirs, ses talents. C'est quelque chose que nos parents ne comprennent pas toujours quand on est jeune, hein? Non. C'est intéressant. Moi, j'ai jamais voulu être médecin, en fait. Je voulais être dans la musique. Ah. Puis mon père me disait, si tu vas aller en musique, tu vas être sur le BS. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que ils ont une j'étais vision. pas, c'est ça. Mais c'est encore un petit peu comme ça, peut-être. Peut-être moins qu'avant. Peut-être qu'ils ont trop de liberté aujourd'hui. Je ne sais pas, là, maintenant. Il n'y a plus de discipline tellement. Hein. Si je te prêtais une baguette magique, puis tu pouvais exaucer un vœu, changer une chose sur la Terre, une chose sur la planète, en ce moment-là. Tu sais, on sait qu'il y a Trump, l'environnement, l'inflation, il y a les guerres. Qu'est-ce que tu changerais? Je ferais perdre de l'argent à tous les multimillionnaires pour leur distribuer également partout. Je suis sûr qu'il y aurait de l'obésité en Afrique. Je ne sais pas, mais il me semble que le monde se porterait Ben, mieux. Tu sais. je pense que oui. C'est ça, le problème d'aujourd'hui, c'est la répartition des richesses. C'est complètement ridicule. C'est injuste. C'est ridicule. Moi, je dis souvent à la blague, si les extraterrestres arrivent ici, là, ils vont avoir assez peur, ils vont changer de planète. S'ils ne sont pas déjà là. Fait que, ben Daniel, en fait, c'était un peu ça, les questions que je voulais discuter avec toi. Je te remercie infiniment pour tes confidences. Puis, je trouve ça beau de voir ta sérénité. Puis, t'es quand même, derrière ta carapace, là, t'es quand même un être sensible, je pense. Je suis un hypersensible. Ah ouais? Plus que sensible? Oui, je suis un hypersensible. C'est pour ça que je me suis coupé de mes émotions le plus vite Avec possible. la dope. Avec les stoïques en premier. C'est quoi la définition d'un stoïque? C'est tu ne laisses rien paraître, tu ne te plains pas, tu vis au jour le jour, tu espères que demain va être mieux. Il y a des bonnes parties là-dedans. C'est pas déprimant, ça, à long terme? Non? C'est pas de dire qu'on... Non, c'est vrai, c'est de la projection positive, dans le fond. Là. C'est le moment présent. Puis en tout cas, c'est un peu ça que je voulais te demander, puis si je te donnerais quasiment une dernière à te poser. Elle n'était pas dans les autres questions, mais qu'est-ce qui fait que tu t'en es sorti? Qu'est-ce qui fait que tu es encore en vie aujourd'hui? On a combien de temps? Ben, on peut prendre peut-être 2-3 autres minutes. Là. Un petit 5 minutes, il nous reste 5 minutes. Bon. Lors de ma dernière sentence, OK, je me suis dit, ça serait le fun que j'aille en thérapie. Je pourrais peut-être sauver un mois sur ma sentence. Fait que j'ai fait la demande pour aller en thérapie. Mais juste pour sauver un mois. Correct? Là, ils me sont revenus en me disant, ah non, finalement, tu vas y aller, mais une semaine après ta sortie. Ben là, tu voulais plus. Mais là, j'étais mal pris. J'étais pas pour dire non, j'y vais plus. Là. Fait que j'étais pogné à mon jeu. Fait que là, j'étais allé rester chez un de mes chums pendant cette semaine-là. Mon chum, c'était un ami de mon partner. Puis eux autres, ils faisaient des gros hold-up de banque. T'sais. Fait que j'étais allé rester chez eux pendant une semaine. Puis dans cette semaine-là, je dis, ben attends-moi, là, moi, y aller avec vous autres, là, mais je ressors de ma thérapie. T'sais. Faire le hold-up. Faire des hold-up. Hein, OK. Puis j'étais allé en thérapie. Puis eux autres, ils ont continué à faire des hold-up. Ils se sont fait prendre. Puis moi, en thérapie, un jour, à un moment donné, le thérapeute, il me demande, il dit, hey, Daniel, il dit, c'est quoi tes qualités, toi? Et là, je dis, ben, je suis pas tellement menteur, je suis pas tellement crosseur. Vivacité d'esprit. Il dit, c'est pas des qualités, ça. Il dit, c'est quoi tes qualités? Puis là, je cherchais, j'en trouvais pas. Ben, il dit, va t'aider. Ça t'es-tu déjà arrivé d'être bon envers quelqu'un? Ah, ben oui, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé d'être généreux envers quelqu'un? Ben oui, ça m'est déjà arrivé. D'être loyal, d'être fidèle, puis ci, puis ça. Puis ça m'était tout déjà arrivé un petit peu. Puis c'est là que j'ai changé. J'ai décidé d'essayer de mettre ça dans ma vie. Les qualités. Puis c'est là que j'ai décidé d'essayer de mettre en pratique ce qu'il me disait. J'ai accroché au mouvement. J'ai resté une 20aine d'années. J'ai fait ma vie. Puis j'ai oublié mon passé. C'est exactement ce que tu disais tantôt. Ce qu'on disait tantôt, c'est... Mais Moi, c'est par j'appelle ça chance. de la... C'est par chance. J'ai jamais décidé, moi. Ça s'est fait. Est-ce qu'on appelle ça un éveil spirituel ou c'est pas tant que ça, voyant? Ouais. Ben, je vais terminer en t'en disant une belle phrase que j'ai vue en fin de semaine sur Facebook. Ici, nous ne buvons pas de bière. Nous ne buvons que des spiritueux.
Alors, nous ne sommes pas des alcooliques, nous sommes des spirituels. Fait que, tout est dans la façon de dire les choses, mais merci infiniment, Daniel. C'était très intéressant. Puis, tu nous as aidé à répondre à des questions que tout le monde voudrait poser à des gens qui ont fait de la prison. C'est fascinant, la criminalité. Regarde les émissions qu'on voit à la télé, là. Tu sais, des séries sur des crimes, des criminels. C'est ça que le monde aime le plus. Ouais. Fait que je te remercie parce que là, contrairement à la télé, c'était pas romancé, c'est une vraie histoire. Puis je suis très fière de te connaître, puis je te remercie infiniment. Puis j'espère que ça va aider peut-être d'autres jeunes à faire les bons choix, puis à réaliser que dans la vie, même si on a fait des mauvaises choses, on peut changer. On peut pardonner, on peut se pardonner, on peut se faire pardonner. Puis je pense que même si on a un dossier criminel, on peut travailler, on peut être en amour, on peut même voyager. Mais j'ai mon pardon depuis longtemps. Là. Ben félicitations. Ça a pris juste combien pas de temps? aller aux États-unis. Non, mais ça, qui veut aller là? Pas de sang. Qui veut aller aux États-Unis en ce moment? Donc, merci infiniment, Daniel, puis c'était fascinant. Merci. Beaucoup. Merci.